Bienvenue sur Science Num, le podcast qui met en lumière les chercheurs du numérique. Pour la période estivale, on part toutes les semaines à la rencontre d'une chercheuse. Oui, une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment continuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast et ont partagé leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Notre invitée de ce jour est Nesma Oumani. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. On va commencer cet entretien, Nesma, avec une confidence. Quel métier vous vouliez exercer quand vous étiez une petite fille? Alors, le premier métier que je voulais exercer, c'est d'être maîtresse. C'était, je pense, dû au fait qu'à cet âge-là, quand on est enfant, la maîtresse est un exemple, voilà, pour les enfants. Bon, après, j'ai changé d'avis. Il y a eu une période où c'était au collège. Je voulais être astronaute. Voilà, et puis en troisième année, disons qu'il fallait que je revoie un peu mes rêves, les remettre dans le contexte sociétal, environnemental, et aussi les moyens qu'avaient aussi mes parents à l'époque. Donc, il fallait que je décide de mon orientation. Et là, c'était aussi une évidence à ce moment-là, c'était de travailler dans le domaine de l'électronique. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous venez de dire sur remise dans le contexte des aspirations? Vous rêviez d'espace, du coup, vous rêviez de spatial? Oui, parce que, il y avait, je me rappellerai toujours de ce premier livre, un atlas qu'on m'avait offert pour un anniversaire, et c'était sur l'univers, les planètes, et donc c'était pour moi quelque chose de fascinant, et donc c'était pour moi faire astronaute pour découvrir tout ça. Sauf que moi, à l'époque, en tout cas, je n'étais pas, en Europe. J'étais, dans mon pays d'origine, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait qu'un seul institut qui faisait l'astronomie, qui était très loin de là où habitaient mes parents. Donc, financièrement, c'était compliqué. Donc, mais je me rappelle aussi très bien le jour où ma mère me dit, bon, là, tu vas aller au lycée, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire, parce que c'est soit tu choisis la voie scientifique pour faire médecine, par exemple, ou la voie littéraire, ou la voie technique pour faire des métiers comme l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique, etc. Et pour moi, c'était simple. Je veux faire l'électronique, voilà. Est-ce qu'il y a eu des femmes dans le monde scientifique qui ont été des modèles et qui ont pu participer à ce déclic pour vous d'aller avec évidence dans cette voie technique? Je vais vous décevoir, je pense. Non, il n'y en avait pas, en tout cas pas dans mes souvenirs. Mais par contre, il y avait des scientifiques, effectivement, qui m'avaient beaucoup fascinée jusqu'à présent. En fait, ils me fascinent toujours. Peut-être c'est une image que je me fais d'eux. Il y avait, par exemple, je peux citer Ibn Sina, Avicenne, qui était dans le domaine de la médecine, surtout. Un autre scientifique, Al-Khwarizmi, qui était dans les mathématiques. Il y avait Thomas Edison par la suite. Donc je pense que j'avais pas d'icône en fait ou de scientifique auquel je m'attachais. C'était vraiment dans le temps, je découvrais avec le temps certains scientifiques. Et j'étais qui me fascinait par leurs découvertes, par ce qu'ils ont fait. Il y a Newton, il y a Archimède, Pythagore entre autres. Peut-être là, en discutant avec vous, peut-être une femme là qui me vient à l'esprit, Marie Curie. Voilà. Mais je dirais pas que j'étais focalisée sur des femmes. Il fallait suivre cette voie de femmes scientifiques. Il fallait faire pareil. Non, c'était pas. J'étais fascinée par les hommes. Avec les humains, les hommes, qui ont changé un peu le regard de l'humanité, qui nous ont apporté pas mal de choses, et on se dit comment ils ont pu voir cette chose-là et se dire oui, là il y a quelque chose, et la découverte des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascinait. Merci. Et alors ensuite, quel a été ce parcours scolaire pour commencer, et puis ensuite professionnel pour vous?
Comme je voulais faire l'électronique, ça s'était décidé en troisième année collège. J'ai fait un lycée technique pour avoir un baccalauréat en électronique. Et puis j'ai continué mes études supérieures pour avoir un diplôme d'ingénieur télécom. J'ai fait ce que je voulais faire. Par la suite, j'ai fait un master 2. Recherche, parce que la recherche, ça m'intéressait. Ça m'intéressait parce que j'ai vu aussi mes parents qui étaient des enseignants-chercheurs. Bon, eux, ils étaient dans le domaine de l'agronomie. Donc moi, j'ai viré complètement vers les domaines d'ingénierie, sciences dures, on va dire. J'ai fait un master de recherche où là, je me suis spécialisée dans l'analyse des données pour la bioidentification. J'ai continué par la suite par un doctorat pour approfondir mes connaissances en traitement de données, machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, appliqué à la biométrie. Et donc mon sujet traitait de l'identification, dans la vérification des individus par des données biométriques. La signature, par exemple, fait partie. J'ai continué par la suite faire une carrière académique, donc ça m'intéressait aussi pas mal. Donc là j'ai suivi la voie des parents. Donc j'ai continué en postdoctorat pendant presque 1 an, et puis j'ai eu l'opportunité d'être acceptée pour un poste de maître de conférence contractuelle à l'école supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, le SPCI. Où j'ai passé 3 années chez eux. C'est là où j'ai commencé à travailler dans le domaine de la santé. Par la suite, j'ai voulu quand même tester l'entreprise. Donc j'étais dans une start-up, mais j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi, le monde, surtout de la start-up. Pour quelle raison ? On fait de la recherche, mais en fait, les intérêts sont différents. C'est-à-dire que là, il faut aller vite vers une solution, sans passer par toutes les étapes scientifiques en fait, qu'il y a derrière, la preuve, la validation, parce que les intérêts sont différents. Donc, c'était pas ça qui m'intéressait, bien que j'avais une bonne opportunité en fait, pour rester chez eux, mais ça n'était plus adapté pour moi, on va dire. Et donc après, il y a une ouverture de poste à Télécom Sud Paris auquel j'ai candidaté. Et du coup, depuis 2015, je suis maître de conférence à Télécom Sud Paris. Alors, vous avez parlé de données biométriques. Est-ce que aujourd'hui, c'est le domaine principal scientifique que vous explorez ? Non, du tout. Non, du tout. Je continue toujours mon travail dans ce domaine-là, mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus... mes activités de recherche sont plus axées, traitent beaucoup plus de problématiques liées à la santé numérique, mais j'exploite toutes les connaissances que j'ai pu et les compétences que j'ai pu acquérir quand je travaillais dans le domaine de la biométrie. Aujourd'hui, j'ai pu arriver à faire un pont, à utiliser certains formalismes en fait qui sont utilisés dans le domaine de la biométrie, où je les ai exploités pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus concrètement de vos actualités, par exemple, et de ce que vous travaillez actuellement autour de ces sujets de santé numérique? Alors aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs axes de recherche auxquels je m'intéresse. Le premier axe, je pense axe fort, c'est celui de la neuroingénierie. Donc je m'intéresse à l'analyse de l'activité cérébrale, l'étude du fonctionnement en fait, du cerveau par l'électroencéphalographie. Dans le but de trouver des marqueurs qui nous permettent d'aller vers un diagnostic de maladies neurodégénératives. Voilà, et donc c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est un domaine interdisciplinaire dans lequel j'applique en fait toutes les compétences que j'ai eues, tant sur la partie électronique, sur la partie data, etc., avec les nouvelles connaissances que j'ai pu avoir aussi dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier ? Alors,
Donc mon métier, je suis enseignant-chercheur. Ce que je préfère, il y a une certaine liberté. Voilà, la liberté de faire sa recherche quand même. On a cette possibilité d'être libre dans le choix de nos sujets de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Voilà. Y a le fait qu'on enseigne. Enseigner, c'est bien. Moi, j'aime bien parce qu'on transmet, on explique. Et voir que l'autre personne apprend par nous, en fait, ça donne aussi un sens à sa vie, à son métier. Il faut aimer, hein. Voilà. Et en même temps, effectivement, il y a cet échange aussi avec les étudiants qui est très intéressant, parce que ce que les étudiants ne savent pas, c'est que aussi ils participent en tout cas à ma formation, hein, parce que des fois, ils nous posent des questions auxquelles nous, on n'y a jamais pensé. Et donc, quand on y répond, on dit « Ah oui, là, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas vu avant ». Et j'ai dû y répondre. Enfin, voilà, ça permet. Vous chercher vous-même pour après pouvoir répondre. Donc, vous avez agrandi vos connaissances. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'y participe aussi à notre formation quelque part. Et la recherche, c'est toujours, il y a le défi, il y a le challenge derrière. Il y a aussi, on se sent aussi utile parce qu'on est toujours en train de penser à l'avenir, à se dire qu'on prépare l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, voilà, comme toute chose dans la vie, il y a des avantages, des inconvénients. Le fait de penser toujours à l'avenir, des fois, on se demande si on vit le présent, parce qu'on est toujours à des années plus tard, hein, à chercher, à penser à moyen terme, à long terme. Et donc, le présent, des fois, c'est vrai que je me retrouve des fois en décalage avec, je dirais, la population voilà, qui n'est pas dans l'enseignement et de la recherche. Donc, voilà. Oui, effectivement, comme un décalage temporel. Il y a un décalage temporel. Et donc, la réalité, des fois, elle est dure. Oui, voilà, parce que des fois, je suis dans le domaine du numérique, donc je sais ce qu'on est capable de faire avec le numérique. Je connais les défauts du numérique. Je connais le potentiel aussi du numérique. Donc des fois, quand dans ma vie personnelle, quand je vois comment on utilise le numérique, je dis non mais c'est pas possible. On est à des années-lumière, mais c'est pas possible. Alors que nous, en recherche, ça y est, ça s'est fait. Ça fait des années. Donc il y a ce décalage qui est perturbateur. Et c'est surtout, moi ce qui me dérange des fois, c'est le décalage avec le présent. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis déjà en train de me projeter sur les 10 prochaines années. Donc, le présent, dans ma vie professionnelle, je l'ai pensé il y a déjà des années avant. Donc, voilà. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui s'apprête à faire des choix pour sa scolarité et qui a des appétences pour les sciences et le numérique? Ne pas avoir peur d'avoir un profil atypique. Voilà. Ne pas avoir peur de ça parce que on est riche, je dirais, par notre singularité. Parce que ça, je l'ai vécu. Et donc, j'ai un profil atypique, un profil interdisciplinaire. J'ai pas suivi une voie normale, classique, mais c'est très enrichissant en tant que personne et en même temps ça nous différencie et c'est très bien. Oser faire ce qu'on veut faire. Et si ça nous plaît, et si cette jeune femme, ce qu'elle fera, si ça lui plaît, il n'y a pas de problème, elle va réussir dans ce qu'elle fera, il n'y a aucun souci. Et puis, si finalement les choix qu'elle fera ne seront pas bons, ce n'est pas grave. La vie est une suite d'échecs, de réussites, et la réussite vient parce qu'il y a eu des échecs, etc., etc. Donc, ne pas avoir peur, oser, et de s'informer. Voilà, de s'informer auprès de jeunes femmes ou même s'informer pour être sûr de ne pas louper certaines choses dans sa vie.
Ça, c'est important, parce que quand on se dit mince, j'aurais pu, si je le savais, voilà, ça c'est dur. Je me dis, si je le savais, j'aurais fait autrement. Mais bon, mais en même temps, là, en direct, je vous dis ça, mais en même temps, des fois, je me dis, bah tant pis, c'est comme ça, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir, et tant pis, mais on avance. Merci beaucoup. La dernière question de cet entretien est la suivante. Si vous aviez un blason qui vous représente, que représenterait-il et quelle en serait la devise ? En fait, j'ai posé la question en fait, à mon époux, qui me connaît très bien. Et il est confronté à une femme scientifique, ingénieure, qui a vu des choses. Lui, ce qui m'a répondu, gloire au travail, c'est ta devise. Parce que je travaille beaucoup. Donc, ça m'a fait pas mal rire. Mais bon, après, sérieusement, en réfléchissant, la devise serait voir loin, agir maintenant. Et si j'avais un blason, donc je mettrais dedans en fait deux éléments en fait qui viendraient compléter ce que je suis, moi en tant qu'être humain, donc un animal et un élément de la nature qui est donc un animal qui serait l'aigle et un élément de la nature qui serait l'eau. Voilà. L'aigle parce qu'il représente la liberté à laquelle j'y tiens profondément, la force, la perspicacité, il a un regard perçant, voir loin, voilà, ça c'est des choses que je retrouve chez cet animal. Il y a aussi la gloire, parce qu'on a toujours aussi envie, on a des rêves, on vise quelque chose qui est très lointain, mais on le vise. Et c'est ça qui nous fait vivre, qui nous fait suivre un chemin. Voilà. L'élément de la nature, c'est l'eau. Comme on dit, être comme l'eau. Parce qu'effectivement, avec mon profil interdisciplinaire et aussi mon caractère personnel, fait que j'ai choisi l'eau parce qu'il faut s'adapter. Il faut être fluide, mobile. L'eau aussi, elle est capable. Il y a aussi de la ténacité aussi dans l'eau, de la puissance, effectivement, parce que l'eau, elle est capable de détruire même de la roche par sa ténacité. Et il y a aussi, le fait de rester humble aussi. Donc, il y a des choses qui peuvent être contradictoires avec l'aigle, mais c'est tout ça. C'est l'aigle et l'eau en même temps, que je vois, qui peuvent réunir ces valeurs qui me correspondent. Et aussi, pour cette devise, il faut voir très loin, toujours, mais il faut agir maintenant pour construire ce qu'on voudrait bâtir pour l'avenir. En fait, un autre conseil que j'ai oublié, quelque chose que je voudrais dire aussi, un message à transmettre aussi aux jeunes femmes, c'est que dans le monde de l'ingénierie, de la science, c'est que les femmes, elles ont un regard qui est complètement différent de celui des hommes. Voilà. Par nature, on n'est pas fait pareil, on ne pense pas pareil, on n'est pas formaté pareil, on n'a pas les mêmes compétences, ni les mêmes appétences, et c'est très bien. Et la femme, avec son regard qui est complètement différent de celui d'un homme, il va apporter des choses très intéressantes et très riches pour la construction, le développement ou la conception de solutions. Qui ont aussi qui tiennent compte de cette sensibilité, même de l'usage de cette population féminine. Et surtout, ce que je dirais aux filles, c'est il faut aussi contribuer. C'est-à-dire, si on veut faire si les filles veulent changer ou veulent contribuer en fait à l'avenir, je trouve qu'intéressant qu'elles interviennent pour apporter aussi ce regard-là et l'intégrer dans la conception de ces solutions qui vont avoir un impact aussi sur elles. Et ça, c'est important. Nous, les femmes, on est plus fines, on est beaucoup plus tenaces. Et on a une certaine finesse dans notre manière d'agir. On
on est beaucoup plus précis. Donc il y a des caractéristiques, je dirais, qui nous sont propres et qu'il est intéressant et même important et nécessaire d'intégrer en fait dans cet univers qui est masculin. Voilà. Merci beaucoup Nesma pour cet entretien. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promesse. C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'accompagner les femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Nesrine Kahaniche. À bientôt!